C'est pas un hasard qu'ils jouent en première ligue aujourd'hui, du coup. Oui, je suis pour ta contribution à l'émission, Thomas, c'est magnifique. Ah, c'est le moment comédie, voilà, c'est le moment sketch, Loïs, on est là pour rigoler. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Si vous venez tout juste d'arriver sur la vidéo, n'hésitez pas à ne surtout pas liker et à ne surtout pas abonner. Apparemment, quand on dit négatif, c'est que ça se passe. Magnifique. On salue évidemment nos chroniqueurs. Quentin est à la place de Xavier. Exactement. On laisse ma place à l'invité. Hein. Exactement. En notre compagnie. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. On a Aloïs Nang qui est notre invité aujourd'hui, notre consultant. Alors, qui est Aloïs Nang? On va le présenter en quelques mots, bien évidemment. Vice-champion de Belgique avec le Standard de Liège, vainqueur de la Coupe également de Belgique avec le Standard de Liège, passé par des clubs assez chers à Thomas, notamment Courtrai, passé notamment par le RFC Liège et évidemment le KV Mechelen où il a été un excellent attaquant. Bonjour Aloïs, comment ça va? Ça va très bien, Sacha. Bonjour à tout le monde. Je suis très très content de t'accueillir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire concernant ta carrière et puis tu restes quand même dans l'une des équipes je dirais légendaire du Standard, cette fameuse année 2010-2011 avec Sergio Conceição comme entraîneur adjoint, Siramana Dembélé comme T3, Dominique Donofrio comme entraîneur principal. Vous en avez vécu des choses cette année-là, vous êtes passé à rien du titre et du doublé même, c'est absolument incroyable, avec un match contre le KRC Genk face à Thibaut Courtois, qui restera toujours dans les annales. Je me rappelle de cette frappe que Thibaut Courtois va aller chercher, qui va ensuite sur la latte. C'est des souvenirs absolument impénétrables. Surtout inoubliables. Parce que, oui, c'était une année qui avait très mal commencé. On termine 6e, vraiment la dernière journée du championnat, pour vraiment rester dans le top 6 et pour participer vraiment à cette belle compétition. Et après, bah voilà, entre nous les joueurs, on s'est quand même parlé. On s'est dit, on peut pas. Ok, ici maintenant on vient de terminer le championnat. On a la chance d'être dans le top 6. Il faut qu'on fasse quelque chose. C'est vrai que à cette période, on n'a que de bons joueurs. Je me rappelle la période où je signe, donc le dernier jour des transferts, j'arrive avec Mémé, avec Mbaye. Et là, déjà sur place, on avait Ludi Pironi, il y avait Seria Goibi. Je veux pas parler d'Axel Witsel ou bien de Defoe. Ben, c'était vraiment une très bonne équipe. Donc oui, c'est inoubliable parce que on est passé vraiment à rien pour être champion. Après, avec ce partage des points, on divisait en deux. Il y avait un demi-point que Genk cachait quelque part. Donc, alors on terminait avec 50 points comme eux. Mais à la fin, c'est eux qui sont champions. Surtout sur un parcours, je me rappelle des playoffs 1 qui était absolument historique. Je pense que le Standard n'avait jamais pris autant de points en playoff que cette année-là, 2010-2011, de mémoire. En fait, vous gagnez tous les matchs et il y a juste ce match nul face à Genk qui fait en sorte que vous arrêtez à un bilan de 28 sur 30. C'est toujours aujourd'hui historiquement considéré comme un record dans l'histoire du football belge. Quentin, c'est incroyable. Cette année-là, cette épopée, ce Standard-là, c'est celui qui nous a fait rêver. Ah ouais, clairement, on s'en souviendra tous, je pense, de ce Standard 6e mais c'est aussi la faculté et la force du Standard. On en a parlé en off, c'est le Standard contre les grandes équipes. C'est là où il est toujours le plus fort. On peut voir même les années où ça va, un Standard qui va mal. On se dit toujours, il joue contre Bruges à domicile. Le Standard, il peut gagner. Après, il va jouer contre Dender. Le Standard, il peut perdre. Et c'est le Standard, c'est aussi ce qui caractérise ce club. C'est qu'un grand club, le Standard, en fait, devrait jouer dans un championnat où il joue que contre les 6 meilleures équipes du championnat, ben, il serait champion. Et Aloïs l'a dit, Aloïs, tu l'as dit, il y avait 4 attaquants d'un certain niveau. Hein. Quand on parle à cette époque-là, Mbaye, c'était un attaquant confirmé du championnat de Belgique. Forcément, Aloïs Nang aussi, après une super saison que tu as fait du côté de Malines. Mémé Chité et Goibi Syria, qui est pour moi l'attaquant qui n'a jamais sauté aussi haut que je n'ai jamais vu de ma vie. Il avait un jump exceptionnel. Ça, c'est quand même aussi la grande différence avec le Standard d'aujourd'hui. 4 attaquants, vous faisiez la bagarre à l'entraînement pour être titulaire. C'est sûr. Et je pense que avec nos arrivées, on était passé à un 4-4-2
parce qu'il fallait quand même faire jouer les attaquants. Et il faut pas oublier non plus Ludi Pironi qui était aussi déjà là. Et oui, c'était pas facile parce que on savait qu'il fallait marquer pour rester dans l'équipe. Quand tu faisais 1 ou 2 matchs sans marquer, ben le 3e match, tu savais que tu n'allais pas commencer. La différence aujourd'hui avec le nouveau standard, c'est ça. Il manque cette qualité, il manque vraiment cette pression aux attaquants de savoir que si je marque pas aujourd'hui, je fais 1 ou 2 matchs, le 3e je joue pas. Nous, à notre période, on savait qu'il fallait tout le temps être prêt. Tout le temps. Donc ça veut dire si tu avais 15 minutes à jouer, il fallait que tu montres au coach que voilà, tu mérites de jouer. Mais après, le coach, il pouvait pas aligner 40 joueurs sur le terrain. Il fallait faire à un moment donné des choix qu'il faisait et il fallait les accepter. Il y avait aussi une forme de simplicité dans le jeu en 2010-2011. Aujourd'hui, qu'on retrouve un petit peu comme complexe dans ce standard de Vincent Evrard. Thomas, on a tendance à se compliquer la vie, en fait, cette saison. À cette époque-là, c'était véritablement la fameuse verticalité chère à Dominique Donofrio, quoi. C'est sûr, après, comme il disait, il parle de qualité d'attaquant. Dans le noyau actuel du Standard, on a Thomas Henry. Bon, c'est un bon attaquant, on peut pas le nier. Mais il y a qu'un deuxième attaquant, c'est Nkada. Donc là, on parlait de 4 attaquants confirmés d'une très grande qualité. Et là, aujourd'hui, on parle d'un attaquant avec beaucoup de qualité et un attaquant prometteur. Donc il y a quand même une certaine différence en termes de qualité. Oui, puis je voulais profiter de ta présence aussi. Et comme on a vraiment des experts de l'analyse d'un football belge qui est actuel, faire une forme de comparatif. Cette équipe 2010-2011, par rapport justement à l'Union Saint-Gilloise d'aujourd'hui, par rapport au club de Bruges d'aujourd'hui, comment est-ce que tu la classifierais? Est-ce que à l'époque le football et plutôt le championnat était plus compliqué, le football était meilleur, le championnat belge a-t-il vraiment progressé? C'est différent. Pourquoi? Parce que quand on regarde en fait l'Union Saint-Gilloise aujourd'hui, au niveau de ses recrutements, il se base énormément sur tout ce qui est data. Alors que à l'époque, c'était pas ça. Aujourd'hui, on regarde plus au niveau des performances physiques, mais à l'époque, on regardait plus de talent. Donc pour moi, je peux dire que le football a progressé, dans le sens où il y a beaucoup des études autour d'un joueur. À l'époque, c'était moins. Mais la qualité individuelle des joueurs? Pour moi, non, parce qu'aujourd'hui, je suis formateur. Ce que on fait avec des jeunes, on faisait pas ça à notre période. Donc aujourd'hui, on arrive à entre parenthèses fabriquer un footballeur. Donc la qualité intrinsèque, pour moi, elle est moindre que dans le passé. Thomas, sur cette analyse, est-ce que tu rejoins Loïs? C'est très calculé à ce jour. Comme il disait, les datas, tout est calculé. On peut fabriquer un joueur. C'est un peu synthétique, je trouve. Donc, je peux comprendre ce qu'il veut dire. Et je le rejoins dans son analyse quand il dit talent. Avant, on avait vraiment des talents. C'était pas calculé. C'était des joueurs qui recevaient leur chance, qui étaient pas basés sur des datas. Et là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui, surtout avec l'Union Saint-Gilloise. Donc, mais ça veut pas pour autant dire que le niveau a régressé. Je trouve que le niveau a même augmenté avec les années, mais d'une manière différente. Le jeu est différent. Il y a beaucoup de calculs et c'est ça qui fait un peu la différence entre ce qu'on avait à son époque et ce qu'on a aujourd'hui. Donc les joueurs sont plus formatés qu'avant, Loïs? Bien sûr, avec beaucoup d'analyse. Je vais dire, aujourd'hui, pour un match de foot, ça arrive de travailler avec que des attaquants. Il y a un coach qui va travailler qu'avec des milieux, un coach qui va travailler qu'avec des défenseurs. Après, il y a une analyse générale. À l'époque, nous, on n'avait pas ça. C'était une analyse générale et c'était tout. Non, c'est intéressant, effectivement. C'est vrai que ça a énormément progressé. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est que c'est une équipe du Standard qui a mis en grande difficulté cette fameuse équipe de Genk, mais dans un match sur lequel on peut revenir, les amis, qui fait partie véritablement de l'histoire du football belge, avec à ce moment-là un Mehdi Carcella qui n'a jamais été aussi fort qu'à ce moment-là, un Axel Witsel qui était sur le point de partir pour rejoindre Benfica, donc avec un niveau exceptionnel. À Loïs, je pense que t'as jamais eu un meilleur football que à ce moment-là du côté en play-off 1 au Standard. Je pense que t'as jamais été aussi fort qu'à ce moment-là. Bien que tu aies été à Levante, hein, je dis pas que t'as pas fait de bonnes choses en Liga, mais à ce moment-là, t'étais vraiment ce qu'on pourrait dire ton prime. Forcément, en face, il y a Kevin De Bruyne, il y a Thibaut Courtois,
il y a des joueurs absolument dingues. Je pense Marvin Ogunjumi, je pense qu'il est bien également sûr, titulaire. bien sûr. Les Bossem, tout ça, ouais, c'est ça. Replonge-moi un peu dans cette rencontre absolument incroyable, parce qu'elle a marqué, même dans son cours, dans ce qui se passe avec Chris Mavinga qui blesse très gravement Mehdi Carcella, qui a failli perdre la vie d'ailleurs sur une frappe du pied. Enfin, c'est absolument dingue. Il est devenu quasiment une légende malgré lui, Chris Mavinga, suite à ce match. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu l'as vécu, toi, ce fameux match où le Standard devait être champion, avait tout fait dans le match, et puis finalement, le titre revient en Kersekeng? Mais c'est comme je disais, par exemple, dès le départ, je commence sur le banc, avec toujours déçu, parce que pour moi, pour les playoffs, j'étais le meilleur joueur à ce moment du Standard, mais le dernier match, qui est le match plus important, on choisit d'autres joueurs. Mais c'est ça qui faisait la richesse, c'est ce que je disais tout à l'heure. On pouvait commencer avec Mémé, on pouvait commencer avec Mbaye, on pouvait commencer avec n'importe qui, on avait toujours cette qualité. Mais le tournant, c'est cette blessure avec Mehdi, comme tu venais de le dire, c'était la meilleure saison de Mehdi. Je me rappelle une anecdote, on joue Anderlecht à domicile, et je suis sur le banc, et je vois Mehdi, je dis, mais Mehdi, tu fous rien là. Il me dit, tu veux voir quelque chose? Il se retourne, il me dit, tu veux voir quelque chose? J'ai dit, oui, je veux voir. Eh bien, il va, il prend le ballon, il grippe tout le monde et il va marquer. Il était tellement fort. Et que cette année, bon, voilà, comme je dis, c'est ce tournant. Il y a un coéquipier, un ami qui est allongé, on se pose des questions. Il faut, et moi, on m'envoie m'échauffer, mais tu es à l'échauffement en pensant à quelqu'un. Tu te dis, mais est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il va pas perdre sa vie? Et là, on entre dans ce terrain avec cette ambiance. Tout le monde sait qu'il nous faut une victoire et eux, ils ont juste besoin d'un point pour être champion. C'est vrai que voilà, on avait déjà vu dans le championnat avec Courtois ou avec Kevin De Bruyne, on voyait déjà énormément de talent sur ces garçons. Et voilà. Courtois, il a fait le match qu'il fallait, quand il fallait. Tu as vu les prémices du plus grand gardien du monde à ce moment-là? Oui, mais déjà, je vais dire, il faut quand même reconnaître qu'il n'était pas titulaire déjà au départ. Et après, il se retrouve là à cause de la blessure du premier gardien. Et quand on joue même déjà à domicile, on gagne 2-1 lors du deuxième match des playoffs. On voyait déjà un peu cette présence dans les buts. Mais voilà, il a confirmé. Aujourd'hui, on voit ce qu'il fait comme gardien dans le monde. Mais ça se voyait déjà. Ça se voyait déjà qu'il avait un avenir devant lui. Ouais, c'est clair. Et puis, il avait fait un match absolument dingue, encore une fois. Thibaut Courtois est certainement, quand il le veut, un gardien absolument infranchissable. C'est pour ça qu'on l'appelle El Murro. Alois, je voulais te demander, toi, t'en gardes des séquelles de cette rencontre? Est-ce que t'as mis du temps à t'en remettre? Parce que ça doit être un traumatisme aussi de passer comme ça dans un match qui est absolument fou, mais dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire qu'effectivement, tu le dis, Mehdi Carcella, un de tes coéquipiers, a failli perdre la vie. Vous menez au score, sur un but de la tête, je pense, de Eliakim Mangala. Une égalisation derrière. Toi, tu rates, franchement, la balle du 2-1, c'est un truc de fou. Derrière, tu sors de ce match-là. C'est quasiment un choc, quoi. Oui. Mais malheureusement, en fait, il fallait se reconcentrer directement parce que le week-end qui suivait, on devait jouer une finale. Ouais, la coupe. Ouais, contre Westerlo. Voilà, contre Westerlo. Donc, on n'a vraiment pas eu le temps d'y penser. Vraiment pas. On était déjà plongé dans cette finale. Mais c'est vrai que après, quand j'ai dû revoir les images, je me suis dit, ok, sur la frappe, Thibaut joue super bien, mais sur le jeu de tête, c'est moi qui étais nul. Ouais. Ouais. Parce que ce que je montre aujourd'hui aux enfants, d'où vient le ballon, c'est là où on doit remettre le ballon. Eh bien moi, sur cette action, je joue vraiment là où il faut pas jouer. Ok, Thibaut il fait un bon arrêt, mais encore une fois, si j'étais un bon joueur de tête, je pense que j'allais mettre ça dedans. Donc ça veut dire que ça, c'est des choses sur lesquelles tu as retravaillé derrière. Ok. Non, c'est intéressant, c'est très intéressant. Donc ça veut dire que c'est non seulement c'est quelque chose qui t'a traumatisé, mais ça t'a permis de devenir plus fort derrière. Bien sûr. Ça m'a permis de comprendre aussi. C'est un match.
quand on commençait les playoffs, je pense pas qu'un supporter pouvait imaginer qu'on pouvait jouer ce dernier match pour être champion, avec la saison qu'on a eu à faire. Mais voilà, il y a eu des leçons quand même que j'ai pu tirer après. Est-ce que avant le match, vous sentiez qu'il se passait quelque chose de particulier dans cette rencontre? Il y avait des prémices, des choses, des indices que ça n'allait pas être une soirée comme les autres? Mais après la première victoire déjà à Anderlecht lors du premier match, on gagne là-bas, ben, on s'est dit qu'il y a quelque chose qui était construite. Parce que, voilà, encore une fois, je vais revenir dessus, on avait un effectif tellement large. Tu parles de la victoire 3-1 avec des buts de Pieroni? Mais 2 buts. Ouais. Donc c'est moi qui fais le doublé, il y a un penalty aussi que j'occasionne. Mais à partir de là, on voit le banc de touche. Ouais. Il y a quelque chose qui naît à ce moment. Donc c'est pas que le dernier match, mais c'est à partir du premier match. Parce qu'après, on a une demi-finale à domicile, je pense retour. On gagne, parce que là, on avait changé presque toute l'équipe. Et donc, il y avait Axel sur le banc, il y avait Defoe sur le banc, il y avait beaucoup de ceux qui jouaient le plus souvent sur le banc. Et là, on gagne quand même Anderlecht chez eux, avec leur meilleure équipe. Et là, il y a quelque chose qui naît. On voit le banc, chaque but qu'il y avait un partage. Et on joue à la maison après, on reçoit Genk. Et là, on est mené 0-1 jusqu'à 19 minutes, où encore une fois, comme je disais, ça changeait. Je venais de marquer, de faire un doublé à la première journée. La deuxième journée, j'étais déjà sur le banc. Et donc je monte et un penalty sur moi et je marque. Et on gagne. Et là, on se dit, les gars, on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. Donc il y a vraiment eu un lien qui s'est créé entre nous, quoi. Il y avait une énergie hyper positive, je trouve, à ce moment-là. C'est-à-dire que ça, et Quentin, tu peux notamment l'attester au vu de ce que tu vis au stade, parce que Quentin est très souvent au stade, au Standard. On a tendance à être très rapidement fataliste, pessimiste au Standard. Quand ça se passe bien, bon, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Quand ça se passe mal, c'est la fin du monde. Mais on est rarement dans une énergie où on a l'impression que tout le monde a envie d'avancer dans le même sens, des supporters, le staff, les joueurs. Ce qu'explique Aloïs, c'est que ça s'était arrivé à ce moment-là. Il y avait une unité, et tout le monde était derrière, et surtout on sentait une énergie positive, globale, qui montait en puissance. Oui, mais ça passe aussi par les performances, et on le soulignera plus tard aussi avec la contre-performance du Standard ce week-end. Il n'y a pas cette constance. Et là, c'est la régularité, c'est important. Donc comment tu veux créer aussi cette dynamique si un week-end tu gagnes, le week-end tu perds. Le week-end tu gagnes, le week-end tu perds. T'as besoin aussi d'avoir une série de victoires pour souder ce groupe, créer cette ambiance, avoir les joueurs qui montent, qui font la différence, avoir ce groupe, cet effectif. Ici, quand tu regardes le banc du Standard, il y a aussi des blessures et tout. Mais le banc du Standard, c'est pas le même effectif, c'est beaucoup trop léger. Quand tu vois le banc des équipes qui a au-dessus, tu peux pas du tout comparer. Et donc on est aussi, comme tu le dis, pour les supporters, ben ils sont aussi un peu entre guillemets résignés parce qu'ils savent aussi qu'ils peuvent pas en demander trop à des joueurs qui savent potentiellement pas le faire, comme c'était le cas à l'époque, où on en parlait au off, où les supporters, s'il y avait une contre-performance, à l'époque, même si tu faisais un match nul, les supporters, ils t'attendaient au tournant. Ici, les supporters, ça faisait dire, là, ils vont pas protester contre une défaite à Saint-Tron, parce que c'est, entre guillemets, devenu logique, parce que les supporters, depuis 4 ans, se sont habitués à avoir cette victoire, cette défaite, cette victoire, cette défaite. Tu me fais une transition parfaite, messieurs, prenez votre pancarte, on va partir sur le d'accord, pas d'accord, et donc, elle concerne le match dont tu parles, mon cher Quentin. Incorrigible Standard, ce club a une incapacité chronique à enchaîner 2 victoires consécutives. C'est absolument symptomatique et alarmant pour le reste de la saison. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? Quentin est d'accord. Thomas. Question rhétorique. Question rhétorique, bah oui, forcément on est obligé, c'est pour aller vers le débat. Et effectivement, Aloïs est d'accord. Aloïs, est-ce que c'était aussi le cas de ton époque d'avoir un Standard qui avait cette incapacité à enchaîner? Parce qu'on parle de ton époque forcément des playoffs, mais c'est quand même un moment assez unique où cette fois-ci, le Standard a réussi à avoir ce qu'on appelle la loi des séries et à enchaîner les matchs, quoi. Maintenant, c'est vraiment devenu difficile. Ouais. Non, c'est pas logique parce que si je reviens à mon époque, ben on n'avait pas le droit. On savait ce qui nous attendait. On savait. Allez, comme je disais en off, il y a des matchs, on allait à Bruges, tu fais 1-1, ben on a des gens de la sécurité avec nous dans le bus, on entend que les supporters sont énervés, ils sont fâchés, ils nous attendent au stade où on a laissé nos voitures. Eh ben, on déviait le cas qui devait aller à l'académie. Et là, on dormait là.
pour aller chercher nos voitures le matin. Donc, c'est devenu logique aujourd'hui parce que, vu les circonstances certainement financières du club, ils sont devenus plus patients. Mais pour moi, pour un club comme le Standard, qui a toujours été dans le top 3, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça du tout logique. Mais bon, voilà. Les supporters, ils comprennent, ils essayent d'accepter ça. Mais les joueurs aussi, allez, je vais dire, je veux pas être méchant, je vais juste, allez, quand ça va pas, comme je l'ai dit toujours. Tu peux dire la vérité, hein. Tu peux dire ce que tu penses. Nous, quand on jouait, hein, je vais dire, au Standard, il y avait la qualité, mais on portait aussi notre bleu de travail, quoi. Il fallait apporter, parce que t'as un public qui est là pour te soutenir. Moi, même quand je jouais dans d'autres clubs avant le Standard, quand j'arrivais à Slessin, je dis, mais quand j'arrivais là, c'était un rêve. C'était un rêve. Et je me dis, ah non, mais Aloïs, tu dois tout faire pour venir ici. Parce que t'avais un public, mais qui jamais te laissait t'endormir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs, tu penses que les joueurs d'aujourd'hui n'ont plus cette même mentalité? Je pense qu'ils connaissent même pas l'histoire, en fait. Je pense qu'ils connaissent même pas l'histoire du Standard. Parce qu'il faut connaître l'histoire du Standard. On parle de la passion. La passion. Il faut être passionné d'abord pour jouer dans ce club. Il faut être passionné pour travailler dans ce club. Parce que tous les supporters du Standard sont passionnés. Donc, ceux qui doivent venir, ceux qui sont là, ils doivent comprendre quand ils ont 10 minutes à jouer, eh bien, qu'ils doivent donner ça pour les gens qui viennent. Pour les gens qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, qui sont toujours là pour soutenir ce club. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve plus depuis 3-4 ans dans ce club-là. Est-ce qu'on peut, Thomas, vraiment faire le lien entre incapacité à recruter pour des joueurs très chers et le fait de pas enchaîner 2 matchs? Est-ce que c'est possible que on puisse mettre sur le problème véritablement financier l'inconstance du Standard, vraiment? Ouais, c'est compliqué, hein, mais comme le disait Quentin il y a quelques minutes, le noyau est beaucoup trop léger. C'est un constat qu'on a déjà fait depuis plusieurs semaines. Mais ce que moi j'ai du mal à comprendre, parce que tu disais que tu retrouves pas la mentalité du Standard d'avant, et ça je suis complètement d'accord avec toi. Mais quand on voit l'effectif, je me dis quand même c'est des joueurs qui viennent pas enfin, ils connaissent quand même un peu l'histoire. T'as des joueurs qui ont joué en Belgique. Je parle notamment de Otekit ou Abid qui joue en D2. Ça t'arrive aussi, par exemple, pour lui, pour venir au Standard. Ou t'as des joueurs encore jeunes comme Epolo. C'est des joueurs qui doivent quand même avoir une certaine mentalité, qui connaissent le Standard. Donc j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à assimiler cette mentalité-là, ou c'est peut-être aussi un manque de qualité. Ça, c'est indéniable. Le banc est beaucoup trop léger. Mais je pense pas que le recrutement ait été mauvais cet été. Je l'ai déjà dit aussi plusieurs fois. Mais ouais, après il y a eu l'enchaînement aussi des blessures. Par rapport à ce match-là, on peut pas le nier, le relais entre le milieu de terrain et les attaquants, il était inexistant. Sabo et El Ankouri, c'est trop léger pour jouer en D1 et espérer des résultats. T'as quand même tes 2 milieux de terrain titulaires de base qui sont blessés, donc Ilay et Nielsen, donc c'est quand même 2 pointures de notre championnat aussi. Donc si t'as pas ces joueurs-là, c'est compliqué. Faut quand même être objectif dans ça. Mais je vais rentrer même dans le détail quand je parle d'une équipe inconstante. Très honnêtement, avant le fameux 2-0 annulé par l'arbitrage, cette équipe est totalement amorphe. Et elle est à la réaction à partir du moment où ce but est finalement annulé, et on sent qu'ils se disent « Ah bah en fait on va quand même un petit peu essayer de tenter quelque chose ». C'est quand même dingue que dans le cœur de ce match, il se passe ça en fait. Il y a un sentiment que le Standard avait peut-être même dans sa tête complètement enregistré qu'ils allaient accepter la domination et se dire bah en fait ça va fonctionner comme ça a fonctionné face à Charleroi. Enfin non, parce que justement je trouve que le premier quart d'heure c'était exactement le même scénario du match. Charleroi était nettement au-dessus. Ouais. Ils ont profité des erreurs de Charleroi. Sans ces erreurs-là, je pense que Charleroi gagne le match comme Saint-Tron l'a fait ce week-end. Mais pourquoi sont-ils si amorphes? Pourquoi est-ce que dans le jeu, on sent qu'il n'y a pas ce dont parle Aloïs, cette espèce de grinta? En fait, des fois, j'ai l'impression, comme des joueurs comme Saïd, tu vois qu'ils ont cette mentalité-là, mais c'est une question de constance, c'est une mentalité que je pense qu'un entraîneur doit aussi instaurer dans son groupe. Ça fait quelques semaines qu'il est là. Je sais pas s'il a les capacités de le faire, mais je pense que c'est aussi un gros travail de l'entraîneur pour instaurer cette mentalité-là. Mais comme il disait, faut connaître l'histoire, faut être derrière, mais ça fait déjà 3-4 ans que le Standard regresse même dans la tête des joueurs, parce que
ce n'est plus un top club comme avant. Donc, automatiquement, même les supporters, leur réaction est différente par rapport à avant. Oui, et Aloïs disait quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que on n'a plus de concurrence, contrairement à son époque. La seule grosse occasion, la plus belle occasion du Standard, fondamentalement, elle arrive à la 78e minute de jeu. C'est une tête de Thomas Henry dans un angle très très compliqué, qui est quasiment pas très difficile à rattraper pour Kubo. Mais c'est la seule occasion offensive. C'est quand même le néant, quoi. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai toujours revendiqué, pour moi, le Standard de jouer en 4-4-2 avec 2 buteurs, encore plus Asclessin, parce que poussé par ce public, ça peut clairement faire une différence. Maintenant, actuellement, je pense qu'il a pas les joueurs pour le faire. Offensivement, comme j'ai déjà revendiqué, j'aimerais bien voir le duo Thomas Henry-Nkada, qui peut vraiment être complémentaire. Nkada ne fait pas des bonnes montées au jeu, faut le souligner aussi. Mais tu dois avoir aussi tes 2 milieux axiaux. Ça doit être des guerriers. Ça doit être, là, t'avais un Eli Mairetra qui pouvait le faire. Excuse-moi, mais El Ancoury et Saabo, c'est pas les 2 milieux de terrain qui peuvent jouer dans ce type de profil-là. Donc, est-ce que c'est une erreur de casting, comme tu le disais, au niveau du mercato? Est-ce que c'est un effectif qui est restreint à cause des limites budgétaires? Il peut y avoir plein de raisons différentes, mais actuellement, t'as pas le noyau et le 11 de base pour te dire c'est un Standard qui fait peur. Le Standard fait peur qu'à une seule façon, c'est quand ils jouent à domicile, mais c'est grâce à leurs supporters, c'est pas grâce aux joueurs. Ouais, mais pourtant t'étais super positif la semaine dernière sur El Ancoury. Tu m'as dit ouais, il a fait une bonne entrée. Il a fait une bonne entrée, mais la vitesse d'exécution, quelle différence par rapport à l'époque de Loïc. Il joue pas à sa place. Il doit jamais jouer dans ce rôle de 6-8. C'est pas du tout le profil là. C'est un joueur qui est en 10 parce qu'il a pas le coffre pour faire ce box-to-box, faire ce attaque-défense. Je l'ai vu contre Charleroi. Après quelques minutes, il tirait déjà la langue parce que soit il est pas encore prêt physiquement, mais il joue pas dans le rôle dans lequel il devrait jouer. C'est le joueur, il a une qualité de passe, il a du toucher de balle, il doit jouer en 10 et il doit alimenter ce Rafiki Saïd, il doit alimenter ce Abid. Mais là, à ce rôle-là, c'est pas sa place. Aloïs, je vais parler au coach maintenant. Est-ce que les joueurs ne jouent pas à leur bonne position sur le terrain? Des fois, il faut s'adapter. Hein. On prend ici le cas ici le week-end passé avec Karamoko qui a joué en 2. Et pour moi, qui a un profil plus d'un défenseur central. C'est vrai que il y a des jeunes joueurs. Je pense ici à Sengue qui est aujourd'hui avec l'équipe première. Il faut les essayer. Il faut les essayer. Aujourd'hui, le Standard n'a plus le luxe en fait de les garder comme ils ont gardé à un moment donné Michi à notre époque, parce que Michi il venait de temps en temps avec nous, mais il jouait pas encore. C'est après notre départ qu'il a commencé à jouer. C'était un noyau riche en fait. Aujourd'hui, on peut comprendre que certains joueurs, que le coach essaie de s'adapter, mais pour moi ça reste encore des excuses, parce que j'ai joué en 7, j'ai joué en 11, par exemple à Mons, où je jouais avec Perbet, qui est un 9 vraiment typique. Et 7-11 pour ceux qui ne comprennent pas, c'est ailier gauche et ailier droit. Ouais. Donc voilà, donc quand on joue avec un attaquant, donc vu qu'il fallait que je joue, donc il fallait jouer sur un côté, et je l'ai fait. Donc quand on arrive au haut niveau, pour moi, c'est des excuses. Commencer à dire. Après, c'est vrai, tu vas pas prendre un gardien de but, tu vas dire va jouer en 2. C'est pas ce que je veux dire, hein. Mais quand tu joues défenseur central, comme Karamoko l'a fait, il peut dépanner en 2 aussi. Ouais. Comment on fait évoluer cette animation offensive? La question elle est globale. Je vais passer par Louis, mais je vais surtout vous entendre aussi vous, messieurs. Elle est inquiétante, cette animation offensive, parce que j'ai vraiment l'impression que on tombe à chaque fois dans les mêmes stéréotypes. C'est toujours le centre pour Thomas Henry qui doit ensuite remiser, et en fait il n'y a pas de versatilité, il n'y a pas de folie, il n'y a pas de tentative. Comment on arrive à changer ça? Toi par exemple en tant que coach, qu'est-ce que tu regardes en disant mais ça, si par exemple cette animation-là était mieux mise en place, ce joueur-là faisait mieux ce déplacement-là, peut-être qu'on arrivera à créer de la surprise. Mais déjà il faut comprendre que le Standard n'est pas ils sont pas en confiance actuellement, ok. Et dans le système que Evraï joue, quand on a un joueur grand comme Thomas Henry, on a toujours tendance à aller rapidement le couver, s'appuyer sur lui et faire monter le bloc. Mais je pense comme Quentin l'a dit, pourquoi pas essayer Nkada et Thomas Henry? Parce que pour moi, je trouve que c'est deux... Une attaque à 2. Oui, c'est deux profils différents.
Nkada, c'est quelqu'un qui va vite. Il faut essayer. Il faut, à un moment donné, mettre Kayenza sur le côté et essayer aussi avec, bien sûr que pour le moment, Nkada n'a encore rien montré. Après, il faut qu'il comprenne que il doit profiter, même si c'est 5-10 minutes, qu'il a, d'apporter quelque chose, en tout cas de faire douter son coach. Mais bon, il faut essayer. Il faut essayer quelque chose parce que, comme je disais, à notre époque, quand ça marchait pas avec un duo, on cherchait un autre. Donc il faut ici donner cette chance aussi à Nkada, peut-être apporter d'autres choses. Tu parles ici de verticaliser le jeu, oui, à ce moment, pourquoi pas. Donc tu apportes la verticalité quand tu passerais moins sur les côtés voilà, oui, parce que tu as déjà dépendant moins de Rafiki Saïd, quoi. À notre période, on avait 2 joueurs qui allaient vite, que ce soit moi, que ce soit Mémé, que ce soit Mbaye. Donc on cherchait cette verticalité, un bloc bas, chercher la profondeur, quoi. Et tes joueurs de côté, c'était des milieux vraiment de formation ou on pouvait les considérer comme des ailiers? C'était quoi le profil? En fait, t'avais 2 joueurs au milieu de terrain qui travaillaient. T'avais Axel, t'avais Defour. T'avais Mehdi qui travaillait moins. Mehdi, c'était un vrai ailier. Voilà. Hein. Donc, alors à ce moment, comme j'ai dit, on avait une défense énorme. On avait Kano qui venait du Brésil. En fait, on avait Opare qui pouvait faire tout un côté. On avait une équipe. On avait des guerriers. À gauche, c'était Pocognoli. Ah, voilà. Et à droite, c'était qui? Il vient de dire Daniel Opare. Opare, pardon. Mais on avait aussi Yele Van Damme. Oui, on avait plein. Donc, on avait des joueurs qui pouvaient dire, bon, hey, Mehdi, occupe-toi juste de l'offensif, je m'occupe du défensif. Donc ça, on avait quand même cet équilibre dans cette équipe. Mais aujourd'hui, il faut essayer de faire quelque chose. Je sais pas qui disait, mais Sahabo, il est différent, par exemple, de Nielsen. Sahabo, c'est plus un joueur qui joue au ballon. Il a besoin de passer par la transition, c'est un joueur d'équilibre, c'est absolument. Ça. Donc oui, lui, c'est un joueur de foot. Mais quand on passe à deux attaquants, il faut savoir quand même qu'on perd un joueur au milieu. C'est ça. Il faut savoir avoir 2 milieux de terrain qui savent faire la différence contre 3 milieux de terrain. Parce que sinon, tu prends l'eau dans ton milieu. Et c'est là que c'est là que le standard, on parle de l'équilibre, mais l'équilibre, il passe surtout par ces métronomes du milieu de terrain. Et si t'as pas tes 2 milieux axiaux, on parle quand même d'un Defour et d'un Witzel. Si t'as pas ces 2 milieux axiaux qui ont le coffre pour se battre contre un 4-2-3-1 adverse, c'est compliqué. Mais excuse-moi, mais comme tu dis, à notre période, quand on joue avec 2, mais on avait un rôle aussi, nous les attaquants. Ouais. On devait revenir à côté du 6. C'était ce qu'il fallait faire. Et il y avait cette complicité, que ce soit avec moi, Mbaye ou Tite. C'est toujours un qui va travailler. Toujours. Donc, à la fin, on revenait avec toujours un 9 qui redescendait à côté du 6. Ouais. Non, c'est intéressant, effectivement. C'est un débat qu'on pourrait avoir pendant des heures. Thomas, c'est absolument dingue. Merci en tout cas pour cette analyse, Aloïs. On va passer au match de la semaine. Forcément, le topper, la victoire du Sporting d'Anderlecht face au club de Bruges. Il fait des grands yeux, Thomas. C'est bien, ça veut dire qu'on va dire des choses et on va pouvoir, à mon avis, débattre. C'est absolument dingue. Ça faisait 5 ans et demi qu'ils attendaient cela, les Anderlechtois. Est-ce qu'Anderlecht a enfin lancé sa saison en remportant le topper, Thomas? Bah, lancer sa saison, il serait peut-être temps, donc je penche plus pour dire oui. C'est pas pour faire le mec ou autre, mais avant ce match, je sentais que Anderlecht allait ou bien faire match nul ou prendre les 3 points. Tu es de la partie de la team, je vous l'avais dit. Non, pas parce que je l'ai pas dit, mais c'est des choses tu ressens ça. Alors, tu le sentais que Bruges n'allait pas gagner, surtout après leur prestation face à Barcelone. Tu savais qu'il y allait avoir une baisse de régime et qu'ils allaient retomber un peu. Donc, un phénomène de décompression. Oui, c'est ça, complètement. C'était l'occasion rêvée pour Anderlecht de prendre les 3 points et ils l'ont fait et d'une très belle manière. Ouais, c'est intéressant, effectivement. C'est quand même incroyable. Ça y est, Anderlecht est lancé, c'est bon, on va pouvoir compter sur eux. Bien sûr. Franchement, ils ont très bien joué contre le club de Bruges. On avait déjà souligné le quatuor offensif lors du dernier match contre Malines qui était très impressionnant la première heure de jeu. Et ici, clairement, quand tu regardes le résumé, tu regardes les actions d'Anderlecht, c'est eux qui ont clairement eu le plus d'occasions, qui se sont créés le plus d'occasions. Ils ont des bons joueurs, ils réussissent à trouver enfin un 11. C'est ça que je revendiquais dans les dernières émissions, c'est qu'Azi n'arrivait pas à trouver son 11. Ici, on dirait qu'il a enfin trouvé son 11 et c'est très important, sachant qu'il a quand même un banc là de qualité. Il a quand même des joueurs qui peuvent monter et faire des différences. T'as quand même du Stroikens, des Verskaren, des joueurs qui revendiquaient potentiellement une place en équipe nationale belge il y a un certain temps et qui sont toujours là. Donc t'as des joueurs de qualité. C'est un Anderlecht
on va dire, la trêve arrive au mauvais moment. Parce que tu sors de 2 bonnes performances. Je pense qu'Asie, il aurait voulu continuer, enchaîner les victoires et tout. Mais ouais, ça va être important. Attention de voir ce qui va se passer avec Nathan Decat. On parle quand même d'un joueur de 17 ans qui, l'a encore dit ici, il veut être champion du monde avec la Belgique. Aloïs, c'est dingue. Ce Nathan Decat, on en parlait encore ensemble. Anderlecht est déjà absolument dépendant d'un gamin de 17 ans qui fait sa première année, on le rappelle, en équipe première. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais ça prouve que ils font du bon boulot chez les jeunes, parce que c'est dans la continuité. Ils ont sorti Lukaku, ils ont sorti Anthony Van Den Boer, ils ont sorti Vincent Kompany. Donc, mais il est impressionnant comme joueur. Toi, t'es impressionné. Hein. Oui. Je l'ai vu, mais vraiment en live face à Louvain. C'était incroyable. Mais il dégage d'une maturité. En fait, il fait plaisir. Et aujourd'hui, je comprends avec le match qu'il a eu à faire contre notamment Van Aken. Ouais. Van Aken. Je comprends aujourd'hui pourquoi Besni Azi voulait le garder. Allez, Van Aken n'a pas existé aussi grâce à lui ou à cause de lui. Donc, oui. Je peux aussi comprendre qu'il devienne aujourd'hui, qu'il dépende de lui, parce que c'est pas parce qu'il a 17 ans, mais c'est un joueur, pour moi, qui est très important dans le système de Besni. Je serais pas étonné que Rudy Garcia, pour le récompenser de sa bonne saison, lui fasse une petite sélection en mars, si on est qualifié, et on y reviendra lors de la trêve internationale. Thomas, tu préférais que ça se passe step by step? Ouais, juste avant ça, je vais juste notifier que Decat, justement, c'est un joueur de talent et pas un joueur data. Donc il y a encore de l'espoir, on peut encore compter sur le flair, ce truc de talent, et tu le vois, c'est pas du tout un joueur de data, c'est un joueur avec du talent. Ouais, mais ça fait déjà 2 ans qu'on le dit, hein. Ouais. Ces matchs en Challenger Pro League sont absolument impressionnants. La grande différence entre Nathan Decat et les autres talents de l'Erpede, c'est que eux, ce ne sont pas des tares matures. Ça veut dire qu'il est tout de suite physiquement apte. Physiquement, Regarde la bête que c'est à 17 ans. Et un garçon, excuse-moi de le dire, mais caucasien avec ce physique-là, qui est naturellement, physiquement, voilà, génétiquement déjà prêt, c'est très rare. Ouais, j'avoue que physiquement, il est impressionnant, mais c'est marrant parce que Quentin il m'a parlé de Struiken, Severskaren, à un certain moment, on les voyait en équipe nationale, si ça là. Regarde où ils en sont aujourd'hui. Step by step, comme tu viens de le dire, je pense. Ouais, super intéressant aussi de, même si, voir. Je suis très satisfait de ce qu'on voit, hein, mais faut vraiment doser, pas trop en faire une star dès le départ. Mais en faire une star, de toute façon, on ne contrôle pas ce qui se passe. Très certainement que si il est champion du monde avec la Belgique en U17, qu'il aide Anderlecht à aller en play-off 1, il deviendra une star de par ses résultats sportifs. Même lui l'a dit, hein. Il veut être meilleur joueur du tournoi. Hein. Il l'a dit, je veux être meilleur joueur du tournoi de la Coupe du Monde U17. Hein. Et une phrase qu'il a dit en début de saison, il s'était même fait remander par Asie. Il avait dit que il voulait être champion et que je sais plus exactement c'était quoi le contexte, je le sais, mais la phrase exacte je me souviens plus, mais ça tournait autour du fait qu'il avait dit que Anderlecht allait être champion, et Asie l'avait remis un peu à sa place parce que c'était des phrases un peu trop prématurées dans ce début de saison. Mais tu vois que ce gamin a de l'ambition et il est prêt pour le football professionnel. Et j'ai même envie de vous dire que je trouve que dans son potentiel et dans ce qu'il est déjà capable de faire en termes de palette, on atteste notamment cette passe magnifique pour Torgan Hazard sur le but contre son camp de Brandon Mekele. Il est déjà plus complet qu'un Caretsas. Il est déjà, pour moi, plus prêt, plus mature dans son jeu que un Caretsas à 17 ans. C'est impressionnant, plus vraiment. constant aussi, parce qu'il a que 17 ans, mais il enchaîne les bonnes performances. Alors que Caretsas faisait une bonne performance, 2 contre-performances, une bonne performance, 3 contre-performances. Lui, bonne performance. Donc c'est aussi un gage de maturité, donc d'ambition aussi. Après, Caretsas a de l'ambition aussi, il l'a déjà dit plusieurs fois. Mais ouais, franchement, il est très impressionnant, et on sait qu'il a que 17 ans et on sait qu'il a encore une marge de progression phénoménale. Et comme tout jeune joueur de 17 ans, il va avoir un phénomène un petit peu, je pense, de down à un moment donné dans la saison. Aloïs, toi comme entraîneur, comment tu gérerais ça? Il faut juste lui donner à un moment donné du repos aussi, parce que il reste un jeune, donc gérer ça d'une autre manière, je sais pas. Mais voilà, il a 17 ans, il aura toujours envie de jouer. Donc il faudra juste bien l'encadrer. Et en tout cas, j'espère pour lui qu'il continue comme il est occupé maintenant, et qu'il continue à donner un coup de main comme il le fait super bien avec Anderlecht. Mais moi, je suis pas
j'aime des garçons qui osent même tout en restant poli dans le dire. Quand il dit qu'il veut être le meilleur joueur de la coupe, il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il est bien actuellement. Et quand je vois l'équipe des U17 aujourd'hui de la Belgique, c'est pour moi l'une des meilleures en Europe. Parce que là maintenant, cette équipe va être renforcée par aussi Mokio. C'est fou quand même de se dire que genre Mokio va jouer là-bas. C'est pour moi c'est la même chose un peu que Descartes. Donc non, il va avoir un moment down parce que il enchaîner beaucoup de matchs comme ça, à un moment donné, le corps aussi se fatigue. Oui, il y a un joueur, moi, du côté du club de Bruges, tu parlais de cette contre-performance due au match de Ligue des Champions exceptionnel. Alors, on rappelle 3 buts partout face au FC Barcelone au Jan Breydel Stadion. J'allais dire Sven, Romeo Vermaat. Je confonds toujours le père et le fils. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ils se ressemblent un peu. Ils se ressemblent un peu. En plus, il fait de sa première sélection. Ils ont le même nom de famille, donc. Romeo Vermaat, ça pêche encore au niveau de la constance, je trouve. Bah après, je reviens sur la même analyse, ce match-là face à Barcelone, il est bien, il a fait ce qu'il devait faire, il était très très bien dans son match. La raison pour laquelle Hayen a décidé de mettre Vermaat au détriment de Tresoldi, c'était par rapport au fait que Vermaat est toujours très performant face à Anderlecht par le passé. Là, aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. C'était un choix de Hayen. Bon, je pense que tout le monde a été un petit peu aux abonnés absents du côté de Bruges, Van Aken, Romeo, je pense que c'était un peu toute l'équipe. Donc j'ai pas envie de le pointer du doigt parce que c'est l'équipe totale qui était à côté de son match. Dans quel secteur est-ce que Besnikazi a gagné sa bataille tactique face à Niki Hayen? Il a vraiment mis la pression sur les joueurs du club de Bruges. Il leur a pas donné le temps de construire ou de réfléchir. C'était vraiment très très énergique, et on en a déjà parlé la semaine dernière, des Bertaccini, des Svetkovic. C'est des attaquants, mais ils défendent aussi, ils sont là, ils jouent pour l'équipe, c'est des joueurs d'équipe, et ils mettent aussi cette pression. Tu sens qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se créer, et c'est plutôt intéressant, et je trouve que c'est ça qui a bien fonctionné du côté d'Anderlecht. Tu acquiesces du chef. Oui, d'accord. Mais il a tout à fait raison, parce que on a vu l'intensité que Anderlecht a apporté, surtout au milieu de terrain. On a vu vraiment qu'ils étaient tout le temps les premiers sur les deuxièmes ballons. Et à partir de là, quand tu gagnes tes deuxièmes ballons, tu as le pied sur le match. Mais bon, la contre-performance de Bruges est aussi un petit peu normale. Toujours le lendemain de match de Coupe d'Europe, c'est souvent comme ça. T'as joué des matchs de Coupe d'Europe avec le Standard, oui. Et tu le sentais, cette espèce d'influx nerveux que tu perds? Oui, quand tu joues le mercredi et que tu dois jouer le samedi ou le dimanche, oui, tu ressens ça. Tu ressens. Et tu le ressens dans quoi? Dans tes prises de balles, dans ta concentration avant le match, dans l'énergie que tu as dans ton corps? Surtout l'énergie. Mais aussi, ici, je vais pas dire que l'affiche n'était pas alléchante, parce que c'était quand même un top match. Mais quand tu joues un match de Ligue des Champions ou un match de Coupe d'Europe, du UEFA, et que tu dois jouer un club qui n'est pas du top 5, il y a cette petite motivation aussi que tu peux perdre. Ici, c'était pas le cas. Ici, on voit une équipe qui a donné énormément, parce qu'ils ont fait un match énorme contre Barcelone. Moi, j'ai jamais vu ça. Au niveau intensité, et même Lamine Yamal, il était inexistant. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu une équipe qui voulait gagner ce match-là. Ouais, c'est clair. On en reparlera avec une performance de Joachim Seyss qui est exceptionnelle dans le match. Trop fort. J'étais fan de lui. Waouh, quoi. J'en parle, j'ai même les yeux qui brillent parce que je me suis dit, putain, enfin, on a trouvé notre latéral gauche, quoi. Quand j'ai vu son match, je me suis dit, oh, chouette, on n'a plus de problème. Si lui, il joue comme ça avec les Diables Rouges, c'est bon. On va enfin avoir peut-être un petit peu des certitudes avec des vrais joueurs de potentiel sur ce côté. Parce que il y a personne qui a confirmé et on en reparlera plus. De Kuiper, tu peux quand même pas dire que... Non, défensivement, pas contre les grosses équipes. Chez les Diables Rouges. Défensivement, il est nettement moins bon que Seyss, mais offensivement, il apporte plus qu'un Seyss. Une Coupe du Monde, si tu veux la gagner, tu dois battre des équipes comme l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, et avec un profil comme De Kuiper,
contre les grosses nations, malheureusement, moi je trouve ça freine. Ouais, c'est clair, je suis d'accord. À voir, hein, laissez-le grandir aussi en première ligue. Hein, il apprendra justement ce côté défensif qu'il n'a pas aujourd'hui, donc on verra peut-être. Et quand on regarde le classement général, au final, le Sporting d'Anderlecht qu'on a totalement critiqué est plutôt bien en place sur sa course au play-off 1, a réussi à, je pense, passer quand même un gros orage, notamment avec les critiques des supporters. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il y a une possibilité de revoir Anderlecht à un moment donné, aller titiller ce club de Bruges-là, in fine? Après, alors, on est plus dans la culture de l'instant qu'autre chose, je trouve, parce qu'ils viennent de battre le club de Bruges, mais dans les playoffs, le club de Bruges, quand ils vont accélérer, ils accéléreront facilement et reste clairement ce favori-là. Donc Anderlecht doit s'assumer comme un troisième. Ouais, viser un podium, c'est déjà très très bien pour Anderlecht qui est encore en reconstruction, on va le dire. Donc un podium, c'est un très bon résultat pour cet Anderlecht-là à l'heure actuelle. Maintenant, clairement, ils doivent avoir les ambitions pour le futur de venir titiller ce club de Bruges. Ici, c'est encore un peu trop tôt. Sur le long terme, sur un championnat avec play-off compris, c'est encore trop tôt parce que le club de Bruges est vraiment ce mastodonte-là. Mais à long terme, ils doivent venir les titiller là. Ils peuvent titiller un Union, par exemple. Ce que je cherche à savoir quand t'es avec toi, c'est est-ce que c'est un épiphénomène ou pas, cette victoire contre Bruges? Est-ce que c'est un exploit d'un instant ou est-ce que c'est vraiment le signe de quelque chose qui va devenir plus constant et plus fort à l'avenir? C'est à eux de nous le confirmer, ça. Parce qu'ils sortent de 2 bonnes performances. Oui, moi, je te le demande à toi. Mais justement. Je te demande de te mouiller. Mais justement, j'espère pour eux, mais ça, on peut pas le dire. C'est eux qui vont devoir le confirmer. C'est Besnikazi qui va devoir le confirmer. C'est lui qui va devoir gérer son club-là. C'est le directeur sportif qui va devoir le confirmer qu'un mercato hivernal intéressant également. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Mais là, sur 2 matchs, il y a des signaux positifs. Mais ils doivent les continuer. Ouais, tu prends quand même de la distance. Hein. Tu te mouilles pas totalement sur ce dossier. Le secteur offensif et le secteur du milieu terrain, ils sont plutôt bons. On a quelque chose, mais c'est la défense qui restera problématique. C'est pour ça que le mercato hivernal. On garde ce quatuor derrière. Ouais, ok. Pour moi, c'est trop léger. Qui a été le meilleur ici pour le club de Bruges. Voilà, moi j'ai quand même envie de souligner aujourd'hui la performance de Marco Cana. Marco Cana qui a été très souvent critiqué un peu partout contre Bruges. Là. En face à face avec notamment Roméo Vermaat dans cette première et à la fin au milieu de la seconde période, il est fort, hein, Marco Cana. Mais en fait, c'est un joueur qui est beaucoup trop discret. On le voit pas. Il fait sûrement des bons matchs, mais il impressionne pas. Il fait ses matchs corrects, mais ce sera jamais un grand défenseur. Et je pense que ça lui portera un peu défaut. Mais c'est vrai que son match face à Bruges était bon, mais un peu trop discret pour moi. Tu es d'accord? C'est pas des joueurs avec une personnalité. Voilà, pas de personnalité, pas de caractère. C'est ça qui lui manque pour un vrai. Et pourtant, il a un bon profil. Oui. Ouais, t'es pas nécessairement convaincu par son profil pour devenir véritablement le porte-étendard en défense du Sporting d'Anderlecht. Non, je pense pas. Non. Ok. Il a besoin justement d'un gars qui a les épaules à côté de lui. Même s'il a confirmé un bon match contre Bruges. Un bon match, comme tu l'as dit. Donc, il faut voir maintenant dans la continuité. C'est ça. Hein. Tu peux faire un bon match, mais si le week-end après, tu fais un mauvais match, t'es reparti dans tes travers, quoi. C'est clair. On va partir sur l'instant diable maintenant avec une question qu'on va poser à Thomas. Une fois n'est pas coutume, c'est toi qui va devoir te mouiller là-dessus. On partira ensuite en débat, Aloïs et Quentin là-dessus. La question, elle est extrêmement simple. Décisif face à Sunderland avec Arsenal, mais invisible avec les Diables Rouges lors des dernières trêves internationales. Voulez-vous voir Leandro Trossard titulaire contre le Kazakhstan et le Liechtenstein? Thomas. Question simple, réponse simple. Je vais dire non. Et non pas parce que je l'aime pas, parce que ce joueur, je l'apprécie beaucoup. C'est vraiment un joueur exceptionnel. En première ligue, avec la Belgique, c'est très compliqué, on le sait. Même s'il a marqué face au Pays de Galles, ça reste compliqué. Moi, j'ai surtout envie de souligner les performances de Salemackers qui mériterait d'être titulaire, qu'on le voit côté droit, et qu'on ait un Doku à gauche, accompagné d'un De Ketelaar pour l'instant, parce qu'on n'a pas beaucoup d'options en numéro 9. Donc pour moi, ce serait plutôt Salemackers qui devrait être titulaire aux côtés de Doku et Trossard en support sub. Salemackers, on y reviendra parce que buteur, mais dans une position de piston droit. Ce qui n'est pas du tout le même profil. Mais moi, je me base pas sur ce qu'il fait à l'AC Milan, je me base sur ce que j'ai vu avec l'équipe nationale dans son rôle d'ailier, justement. Aloïs, je sens le pays, la Belgique, d'une manière générale, extrêmement divisée sur ce dossier Leandro Trossard. Dans le nord du pays, c'est limite si c'est un scandale quand il n'est pas titulaire. Dans le sud, je pense que, pour le coup, on a une analyse un peu plus objective, où là, eh bien effectivement, il y a des joueurs qui, pour ce qu'ils ont montré lors des précédentes trêves internationales, mériteraient plus que lui. Toi, quel est ton point de vue sur ce dossier? Au contraire de Thomas, moi je dirais oui, qu'on doit encore le garder,
par rapport à ses prestations en club. Et surtout que ici, on a 2 affiches qui sont quand même, avec tout le respect que j'ai pour ces pays, à la portée de la Belgique. Mais il a jamais performé avec les Diables Rouges quand il était titulaire. Oui, mais je pense que il faut continuer parce que pour moi, c'est un joueur sur lequel il faut compter. Il faudra compter sur lui parce que on voit ce qu'il fait avec Arsenal. Et si on continue à l'appeler, c'est par rapport à ses performances en club. C'est vrai que pour le moment, ça n'a pas encore pris avec l'équipe nationale. Mais ici maintenant, on joue le Kazakhstan, on joue le Liechtenstein. Est-ce que ça serait pas un départ pour lui? Je reste parce que pour moi, j'aime ce joueur. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, j'adore aussi. Hein, voilà, je suis pas en train de dire Salamakers, il mérite pas. Non, c'est pas ce que je dis. Mais pour moi, il a peut-être besoin encore de confiance. Et peut-être que ces 2 matchs qui arrivent peuvent l'aider. J'ai le sentiment qu'on ne sait pas où le positionner. C'est surtout ça le vrai problème. Ouais, c'est vraiment ça. On sait pas où le positionner. Et je pense pas. On a tout essayé avec lui. On a essayé toutes les positions. On a essayé plusieurs entraîneurs. On a essayé plusieurs schémas. On a tout essayé, je pense, en équipe nationale. Et ça va pas. Donc, savoir réellement quelle est cette différence qu'il y a par rapport à Arsenal et en équipe nationale, c'est impossible à dire, je pense. Et donc, moi, je suis pas d'accord avec Alois dans le sens où on lui donne une chance. Mais le nombre de chances qu'on lui a donné à Trossard, c'est fou. Donc, moi, je suis plus d'accord avec Thomas de mettre justement ce Charles de Ketelaar en faux neuf. Jérémy Doku, de toute façon, ça bouge pas. On va revenir avec un débat qu'on a eu. Le meilleur ailier du monde à l'heure actuelle. Surtout après son match face à Liverpool exceptionnel. C'est incroyable. Moi, je le disais à des amis, j'ai hâte d'être à la Coupe du Monde, rien que pour voir Jérémy Doku jouer sous notre pays, avec notre maillot. C'est incroyable le kiff qu'on va avoir de voir ce joueur porter l'emblème le drapeau de la Belgique. C'est incroyable. C'est l'ailier percutant. C'est pour ça qu'on regarde la télé. C'est pour ça qu'on va au stade. C'est pour ce style de joueur-là. Et donc soyons fiers d'avoir Jérémy Doku avec notre équipe nationale belge. Meilleur ailier du monde actuel, juste pour voir. Bah, il est blessé, Désiré Doué, donc oui, à l'heure actuelle, oui, évidemment. Doué, il est doué, mais Doku est meilleur. Doué, mais Doku est meilleur. Surtout après sa rencontre extraordinaire. J'aime bien. Il fait un match fantastique contre Liverpool et surtout, c'est un garçon qui apprend énormément. Ouais. C'est dingue. La façon dont il progresse. Moi, je suis impressionné par plus, en fait, le fait de le voir évoluer de match en match. Merci Guardiola. C'est dingue, quoi. C'est un joueur qui n'est pas du tout le même qu'il y a 2 ans. Quand je le voyais avec ses petits crochets, ses petites tentatives, je me dis bon, c'est sympa, c'est mignon, c'est machin. Là, j'ai vu un monstre. C'est un bon joueur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que il est toujours sur les appuis, toujours en train de changer de direction. Et il devient aussi efficace. Donc ça, c'est là où il a beaucoup progressé. Parce que quand tu joues pour City, tu dois pas seulement être un bon dribbleur, mais il faut aussi apporter l'efficacité. Et ça, c'est sur ce point où je trouve que Doku a encore beaucoup progressé. Oui, il a beaucoup progressé. Thomas. Ce qui va le rendre encore meilleur, et je pense que ça viendra encore avec les mois et les années à venir, c'est qu'il devienne imprévisible, qu'on sache pas du tout ce qu'il va faire, et ça va vraiment devenir... Il fait de plus en plus. Ouais, ça commence. Il fait de plus en plus. Avant, il partait, c'est toujours ça, et il faisait toujours la même chose. Là, des fois, il change à gauche, des fois, il change à droite, et c'est là que pour le défenseur adverse, c'est impossible à prédire, et sur le premier mètre, il élimine tout le monde. Et là-dessus, je suis désolé de le dire, mais Guardiola ne l'a pas aidé parce que il l'a beaucoup sectorialisé dans une espèce de rôle de joueur méta. Ça veut dire le joueur qui va faire toujours la même chose pour apporter la même chose au collectif, parce que quelque part, si tu suis le schéma, l'équipe va marquer le but, donc tu penses au collectif, etc. Cette année, c'est un peu différent. Cette année, il a dit, bah moi, quoi qu'il arrive, j'ai besoin de versatilité, j'ai besoin d'un peu de folie dans mon jeu. J'ai des ailiers qui vont de toute façon faire le boulot avec du Savigno, etc. sur les côtés, du Marmouche notamment. Fais-toi un peu plaisir, tu vois. Et l'alliage entre la façon dont il a progressé techniquement, tactiquement, la mise en confiance aussi par Guardiola et le fait qu'il lui a laissé un peu plus d'ouverture et de liberté par rapport à l'année dernière, ça nous fait un super joueur. Et surtout, comme Alois dit, il a compris qu'il devait être décisif. Et c'est ça l'élément déclencheur aussi chez Jérémy Doku. Et il a encore une marge de progression, ça j'en suis certain. Ah ouais. Ouais, ça c'est certain. Il a que 23 ans. Hein. Mm-hmm. On a potentiellement un grand phénomène. Hein. On a eu Eden Hazard en équipe nationale belge sur le côté gauche, mais on va avoir un Jérémy Doku pendant de longues années. Tu penses que ça peut devenir un joueur aussi fort qu'Eden Hazard? Oui. Donc Doku peut devenir au même niveau qu'Eden Hazard? Bien sûr, parce que c'est un profil différent. Mais
Donc il peut rentrer au panthéon de la première ligue, parce que c'est ce qui est devenu à Eden Hazard. Je pense que j'ai jamais vu un joueur sur les 2 premiers mètres comme ça aussi fort. C'est pas un Hazard qui joue en première ligue aujourd'hui, du coup. Oui, merci pour ta contribution à l'émission, Thomas, c'est magnifique. Ah, c'est le moment comédie, voilà, c'est le moment sketch, Aloïs, on est là pour rigoler. Ceci dit, ça c'est, ce qui est sympa, c'est que, au moins, vous répondez à la question Trossard. On l'oublie sur cette position d'ailier gauche, Aloïs. Okay. On l'oublie complètement, on est d'accord. Oui. Mais on l'oublie pas dans la sélection. Il faut qu'il reste, quand même. Parce que c'est un joueur avec de la qualité, de l'expérience. Il faut le garder dans le noyau. Donc la seule manière pour lui de s'émanciper dans ce collectif, c'est d'être, pour moi, le faux neuf censé remplacer Lukaku quand Lukaku n'est pas là. Super sub. Oui. Donc ça doit être non seulement un remplaçant, donc il peut pas rentrer dans cette position. Donc on est en désaccord avec toi, Aloïs, tu comprends bien. Défends-toi, mon ami, explique-moi. Non, mais je garde ce que j'ai dit. Pour moi, voilà, c'est un joueur qui a énormément de qualité et qui, pour moi, qui n'a pas encore apporté vraiment, comme vous dites, à l'équipe nationale. Mais il faut continuer avec lui. Il faut lui faire confiance. C'est vrai qu'il y a des joueurs peut-être qui méritent, mais pour moi, il y a ces 2 matchs qui arrivent et je sais qu'il va vous convaincre. Non, d'accord. C'est ça qui me fait penser. Un joueur qui était super fort en club et qui, quand il était titulaire en équipe nationale, était beaucoup moins fort. Dries Mertens. Et qui était justement ce super sub. Non, mais c'est mauvais en équipe nationale. En incroyable, Coupe du Monde 2018, phase de poule. En titulaire, il était moins fort. Il était en joker de luxe. Et donc, en joker de luxe, moi, je pense que c'est là qu'on pourrait l'utiliser. Il y avait pas trop de choix. Il y avait les autres gros joueurs. Qui étaient sur le banc. Mais là, je trouve, en joker, il pourrait être utilisé de meilleure façon. A-t-il, mentalement, les aptitudes pour accepter ce rôle? Ah, c'est ça le problème. Bah oui. C'est ça le problème. Il a déjà 30 ans aussi. C'est ça. Et donc la gestion aussi d'un Rudy Garcia, je pense qu'elle est liée à ça. Mais du coup, il doit être titulaire pour cette mentalité. Il veut ses vieux, en fait. Il a besoin de ces joueurs d'expérience. Ouais. Tous les autres ailiers, c'est des jeunes joueurs. Donc t'as besoin un petit côté, expérience dans ce noyau. Et il faut le garder. Si lui, il était pas dans la sélection, on serait tous en train de dire, mais c'est un scandale, Trossard n'est pas sélectionné, si ça là. Ce joueur doit être dans la sélection, mais pas titulaire. Ouais, certainement. Donc on va se plonger sur Kazakhstan-Belgique et Belgique-Liechtenstein. Est-ce qu'on garde le même 11 que celui qui a gagné contre le Pays de Galles, ou on profite des formes du moment, avec le retour de Amadou Onana, avec notamment, puisque Thomas Meunier ne sera pas là, Timothy Castagne à droite, est-ce qu'on change la défense? Est-ce qu'on profite de la nouvelle sélection de Nathan Ngoy? Qu'est-ce qu'on fait, Quentin? On est obligé de la changer, parce qu'il y a déjà 2 joueurs qui sont forfaits par rapport au match contre le Pays de Galles. Qui sont De Bast, qui sera remplacé par défaut par Brandon Mekele. Super. Ou potentiellement un Nathan Ngoy, mais je pense que ça sera Brandon Mekele. Et on a Kevin De Bruyne, qui est également forfait, et qui sera remplacé par, du coup, sûrement Hans Van Aken. Moi, des infos que je peux vous donner, la tactique, ou en tout cas l'idée de Rudy Garcia, c'est d'essayer, in fine, d'avoir un collectif avec un latéral droit qui monte très très haut pour aller quasiment, en fait, faire tout le piston, et avoir un milieu de terrain donc quasiment droit qui rentrerait dans l'axe pour permettre en fait d'avoir encore plus de possession en phase technique. Donc on se retrouve avec une construction à 3 alors. De Bruyne, Tielemans, Raskin, Onana, tous dans le milieu de terrain, et alors dans ce cas-là, pas de vrai ailier, le seul vrai ailier qui apporterait de la folie, ce serait Doku, et alors Meunier sur le côté droit. Ça c'est le plan de Rudy Garcia pour la Coupe du Monde. Alors il doit changer son bas gauche, parce que De Kuyper a un profil hyper offensif. Et donc, il doit mettre un bas gauche beaucoup plus défensif. Parce que si tu joues avec un Meunier qui va jouer tout le couloir à droite et que tu joues un De Kuyper qui va vouloir automatiquement faire tout son couloir à gauche, tu vas te retrouver qu'avec 2 défenseurs centraux. C'est pour ça qu'in fine, si tu fais une défense à 4 et que tu en phase de possession, tu passes à 3, tu fais Arthur Théat, Brandon Mekele, Nathan Ngoy. Et Arthur passe dans une position de back gauche. Et justement, je suis en train de me poser la question, quand De Kuyper va revenir, sachant qu'on a Seyss et Moreira, qui va sauter dans cette sélection? Ah ouais, c'est compliqué. Ce qui est certain, c'est que Joachim Seyss a une vraie carte à jouer. Et à titre personnel, je l'essayerais contre, peut-être pas contre le Kazakhstan, mais contre le Liechtenstein, je veux le voir. Je pense que c'est Moreira qui va sauter parce qu'il le considère comme un défenseur, comme on le disait. C'est un joueur qui est mis dans la sélection en tant que défenseur. Et donc, alors que à Strasbourg, j'étais au stade, il a encore joué plus offensif. Donc je pense que c'est Moreira qui sautera de... Moreira ne sait pas défendre. Je suis désolé de le dire comme ça, mais il n'est pas capable de défendre. Ce sera un défenseur. Ouais, ce sera Moreira qui sautera. Sautera. Et alors, il y a aussi une chose qui m'a un petit peu étonné. Axel Witsel, qui est revenu dans la sélection dans un rôle de milieu de terrain. Pas défenseur central, alors qu'à Gérone, il joue défenseur central, il joue pas milieu de terrain. Ses matchs en Liga, les quelques-uns qu'il a joué, je les ai vus. Et lui, joueur du mois de son club. Hein. Oui, mais j'ai pas dit que c'était un mauvais joueur et qu'il méritait pas sa sélection. Je dis juste que c'est pas un milieu de terrain de formation. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il est milieu de terrain de formation. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il joue plus à cette position-là.
Donc pourquoi? Mais il peut continuer à jouer à cette position. C'est pas parce qu'il ne fait plus ça en club qu'il peut pas le faire avec l'équipe nationale. Oui, tu penses tu pourrais encore être milieu de terrain avec la Belgique? Mais pourquoi pas? Bah, Vous trouvez qu'il est assez vieux? Ben non, justement, moi je veux ton avis à toi. Moi, on s'en fout de mon avis à moi. Non. Pour moi, il peut continuer. Mais oui, qu'il peut jouer toujours au milieu de terrain. Allez, on a quand même deux équipes, deux pays. Je parle du Liechtenstein. C'est pas l'Allemagne. Kazakhstan, c'est pas la France. Donc oui, Axel peut continuer à jouer au milieu de terrain. Ouais. Et même c'est bien pour l'équipe nationale actuelle, si tu commences à mettre Witsel en défense centrale, ça envoie le message, on n'a vraiment pas le choix, nos défenseurs sont mauvais. Mais voilà. Alors qu'il faut continuer avec le duo qui a été installé depuis quelques mois maintenant, De Bast, Théâtre, même si De Bast est blessé pour le moment, mais il faut garder ça. Witsel, faut plus le mettre en défenseur central. Et ce qui est sûr, c'est que maintenant, Rudy Garcia a tenu sa promesse. Il avait demandé à Axel Witsel de trouver un club en Europe s'il voulait aller en Coupe du Monde. Ils se sont serrés la main. Il a trouvé d'abord l'Udinese qu'il a refusé, ensuite il a décidé de signer du côté de Gérone. Et le Standard. Et ça fait 2 sélections de suite. Et le Standard, effectivement, bien vu Thomas, bien dit. Il est là, ça, depuis 2 sélections, Axel Witsel. Il est pas parti pour bouger, il va faire la Coupe du Monde, lui. Ouais, je pense. Mais je pense aussi que l'équipe nationale a besoin aussi. Bien sûr. Ah, C'est un genre d'expérience. Bien sûr, quelqu'un qui a déjà fait ça. Donc, et Rudy Garcia n'est pas fou pour l'appeler, non? Non. C'est une très bonne idée de sa part, d'ailleurs. Surprenant, mais très bonne idée. Très bonne idée pour ce qu'il apporte dans le jeu, pour ce qu'il pourrait apporter dans le groupe. Dans le vestiaire. Exactement, ouais. Jouer le rôle d'Adil Rami. Il sera pas titulaire, ça c'est. Non, pas à ce niveau-là. Je vois pas l'Axel avec les stincteurs dans le vestiaire, mais enfin dans les couloirs, mais c'est différent. C'est différent, ouais, mais plus posé, plus calme, mais justement apporter cette expérience, parce que comme on a dit, il en a de l'expérience. Il a joué des grandes compétitions, que ce soit avec l'équipe nationale belge ou en club. Donc ouais, c'est un joueur qui sera là, mais qui sera pas titulaire. On a quand même des Nicolas Raskin, des Onana, il y aura sûrement des Tielemans, il y aura des Kevin De Bruyne qui peut jouer aussi dans le milieu. Je pense qu'il a besoin, Rudy Garcia, de s'entourer comme un peu Martinez l'avait fait, et parce qu'il sait que c'est comme ça que Martinez a gagné. Et je pense qu'à mon avis, Vincent Manhart lui a soufflé dans son méthode de management. Il a besoin d'avoir son conseil des sages. C'est-à-dire Witsel d'un côté, Brandon Mekele de l'autre pour les Flamands, pour que tout le monde soit content, Lukaku pour rassurer un peu la team Doku Onana. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi cette expérience de la politique. Mais en sélection. Dans toutes les sélections. Je vais prendre, allez, ça n'a rien à voir avec la Belgique, mais si avec le Cameroun. McBride l'a fait avec l'ancienne génération, donc que ce soit Ngade, qui est aujourd'hui à la fin, mais il les garde avec parce que il avait besoin de ça. Mais c'est la même chose dans toutes les sélections. On peut aller en France, c'est la même chose. Donc c'est logique en fait à un moment pour un coach d'avoir un soutien, pour avoir un soutien des vestiaires, il faut quand même aussi aller chercher les plus anciens, quoi. On a été en difficulté sur ce côté gauche face au Pays de Galles. L'idée, c'est de pouvoir corriger le tir. Est-ce qu'on change des choses? Qu'est-ce qu'on fait sur ce côté gauche, Quentin? Ouais, pour moi, il va garder De Kuiper, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les deux nations qu'on va affronter, c'est des nations qui vont subir le jeu, qui vont pas du tout avoir la possession, qui n'auront pas du tout le ballon. Attention au synthétique à 15h le samedi. Du Kazakhstan, ok, ouais. Mais ça reste le Kazakhstan, ça reste l'Azerbaïdjan, Liechtenstein, des nations beaucoup plus faibles. Donc clairement. On disait ça aussi pour la Macédoine du Nord. C'est pour ça que je te dis la Macédoine du Nord a quand même des joueurs de ballon, quelques potentiels et tout. C'est moins le cas dans ces nations-là, donc il va avoir une domination clairement net et sans bavure. Donc ça sera du De Kuiper sur le côté gauche. Donc on ne change pas l'équipe qui a gagné contre le Pays de Galles, Thomas? Bah non, je pense pas qu'il faut changer grand-chose, même si je préfère voir Salemackers, à voir ce qu'il va faire. Mais je pense qu'il va faire quand même un peu de rotation, un peu tester des choses, mais de manière discrète, pas il n'a pas testé beaucoup. Ouais, mais justement de manière discrète, pas rechanger toute son équipe, peut-être 1 ou 2 joueurs, mais sinon ouais, je garderai plus ou moins la même équipe. Et puis globalement, pour terminer ce thème, vous allez avoir le coup d'œil sur qui ou sur quoi? À quoi on doit être vigilant, Aloïs? Ben surtout au sérieux, parce que c'est deux nations quand même pas des plus fortes, donc c'est souvent des matchs pièges, et comme tu l'as signalé là tout à l'heure, sur un terrain synthétique à 15h, donc oui,
Il faut là juste vraiment être très sérieux pour ces matchs-là. Donc on reste sérieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous attendez en particulier, messieurs, Quentin? Moi, j'aimerais bien voir Charles de Ketelaere. Parce qu'on sait qu'il a une saison un peu plus compliquée à l'Atalanta. Penalty raté en Ligue des Champions face à Marseille. Exactement, penalty raté avec un très bel arrêt de Rouli pour le coup. Monté au jeu ici à la mi-temps après une défaite sanglante 0-3 contre Sassuolo en Serie A. Il va avoir quelque chose à tenter, je trouve. S'il joue dans ce rôle de faux neuf, ben c'est à lui de montrer que ça peut être la doublure de Lukaku. À sa décharge, Quentin, je te relance là-dessus parce que le collectif de l'Atalanta ne va pas du tout. Le coach, Ivan Djuric vient de se faire virer, c'est Paladino qui le remplace. Ouais, on est d'accord. Mais c'est pour ça que lui, il a une occasion, je pense, à saisir avec ce forfait de Lukaku pour montrer le numéro 2 de Lukaku, c'est pas Openda, c'est pas notre attaquant, c'est moi en faux neuf. Et donc toi, ouais. Donc de Ketelaere, je vais l'attendre au tournant, il va devoir être important dans les deux matchs ici. Donc tu vois le classement des buteurs de Quentin commence à se dessiner, hein, Thomas, Aloïs. On a Lukaku, on a les autres sont pas performants en club. Moi, c'est Openda, ça va vraiment pas à la Juve et avec Spalletti qui est arrivé, c'est fini. Il est performant en club et pas en sélection. Mais Trossard joue pas buteur en club, il joue à ailier gauche, donc. Pour moi, sa seule position chez les Diables où il peut apporter quelque chose, c'est la position de faux neuf. Enfin voilà, ça reste mon avis. En ailier, il est performant, Trossard. Oui, mais Jérémy Doku est là matin, midi, soir. Tu vas pas bouger Doku pour mettre Trossard quand même. Ouais, peut-être, je sais pas. Ah ouais, sérieux, tu le ferais? Bien sûr que non. Ah, c'est le meilleur ailier du monde. Voilà. Enfin, j'essaye toujours de le faire rebondir sur ses certitudes pour voir s'il se contredit lui-même ou pas. Mais non, il est très vigilant, notre Thomas. D'ailleurs, à propos de vigilance, qu'est-ce que tu vas regarder dans cette rencontre? Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce qui t'excite? C'est quoi le point de curiosité de Thomas pour Kazakhstan-Belgique? Je vais retomber dans ce que j'ai déjà dit, mais c'est Salemaker. J'attends vraiment sa confirmation et juste qui montre à Rudi Garcia qu'il doit faire partie de cette sélection. Je pense pour lui ça se joue maintenant. Ah, donc il joue sa sélection sur ce rassemblement pour toi? Je pense bien, ouais. Dans une position d'ailier ou dans une position de latéral? S'il confirme ce qu'il a fait les deux sélections précédentes, les deux rassemblements, je pense que oui, là il aura son ticket pour la prochaine Coupe du Monde. Allez, je vais garder la main avec Thomas, c'est l'happening tout de suite. Ouais. Quelle est la surprise que tu vas nous révéler? Il y a pas de grande surprise, même si il y a quand même une surprise parce que c'est très simple comme jeu, mais il y a un cadeau à la clé. Donc j'adore les cadeaux. Celui qui trouve les deux scores, parce que le truc c'est qu'on va prédire les deux scores de la Belgique, donc face au Liechtenstein et Kazakhstan. Et celui qui trouve, je l'invite au resto. Les deux, hein. Donc les deux, hein. Donc Aloïs joue comme ça, c'est un resto en plus pour Thomas. Allez, vas-y. Le premier match c'est Kazakhstan-Belgique. Samedi à 15h, victoire 0-2 de la Belgique. 0-2. Ouais, 0-2 aussi. 0-2. 0-3. 0-3. Et le deuxième match c'est Liechtenstein face à la Belgique. Non, Belgique, Liechtenstein. Belgique, Liechtenstein. 8-0. 8-0. 6-0. Oh. C'est Asclessin, hein. Ah oui, c'est Asclessin, c'est à Liège. On va pour 6-0. Ah, magnifique. Allez, je vous offre ce cadeau-là parce que je sais que vous n'allez pas le gagner, c'est tellement compliqué à trouver, mais je vous souhaite quand même bonne chance. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On va passer maintenant au Football Time Award, qui sont nos joueurs de la semaine. Aloïs, c'est très simple. Les joueurs qui nous ont le plus impressionnés, sont dits ici. Et alors, vous, évidemment, derrière votre écran, vous pouvez nous dire et sélectionner le joueur qui vous a le plus impressionné. Parmi les choix possibles, il y aura Xavier qui nous a choisi Keisuke Goto, hein, donc c'est le choix de Xavier. Team Japon. Team Japon à fond. Pas arrêter de nous parler Matsuzawa depuis le début de la saison, lui c'est sûr. Sorikaba, c'est ton choix, Quentin. Exactement, de l'OHL. J'ai adoré la déviation et la remise qu'il fait à la commis sur la magnifique frappe. Et buteur également qui rapporte 3 points à l'OHL, 3 points très importants. Et on soulignera aussi la performance de Felice Mazu d'avoir pris après le 4-0 contre la Gantoise, d'avoir été gagné au cercle. C'est vraiment une belle performance et un but, une passe décisive dans une victoire 1-2. Ça a souligné. Voilà, à titre personnel, j'ai choisi le vainqueur du Football Time Award de la saison dernière, Adriano Bertaccini, le Bertassin qui nous régale encore une fois. Et puis Thomas, qui va ensuite nous donner le classement général, va nous donner son joueur de la semaine. Surprise, suspense. Allez, en effet, moi j'ai choisi pour Rob Schoofs, parce que je l'ai trouvé très intéressant avec Malin. Associé à Zorgan, je trouve que ça libère Zorgan aussi, ça lui permet d'être plus créatif et c'est un milieu de terrain qui a apporté beaucoup dans ce match. Certes, c'était peut-être face à son ancienne équipe, ça l'a peut-être un petit peu déboussolé, ouais. Mais j'ai trouvé ce milieu de terrain Zorgan, Van de Peer et Schoofs très intéressant. Donc à voir et j'espère qu'on va les revoir plus souvent cette saison à 3. Et pour le classement, donc il y en a un qui commence à
qui se détache un petit peu. On avait Peano en premier, mais Rafiki Saïd est actuellement premier dans ce classement. Eh oui, forcément, la communauté standard, vous êtes fort, hein, évidemment, derrière votre écran. Qui sera le joueur de la semaine entre Keisuke Goto, Sorikaba, Adriano Bertaccini et Rob Schoofs? Ce sera à vous de nous le dire. Si tu dois choisir parmi les 4, Aloïs, très rapidement. Goto, ouais. Goto, Keisuke Goto. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il a un très gros potentiel, hein, l'attaquant japonais prêté, on le rappelle, par le Sporting d'Anderlecht. Comme une petite story aussi sur Instagram, sur le réseau, pour dire, chers supporters d'Anderlecht, j'ai gagné aussi le Classico. Comment se mettre les supporters dans la poche, hein. C'est ça, malin, exactement. Aloïs, pardon, merci beaucoup d'avoir été présent dans l'émission. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais, partager. Tu reviens quand tu veux, hein. C'est important. Qu'est-ce que je peux te souhaiter là pour les prochains jours? La santé. La santé, c'est tout. C'est vrai, très important. Donc que les choses se passent très très bien. Toi, tu étais au Standard avant avec les U18. Maintenant, tu es passé du côté des moins de 14 ans, c'est ça, avec Louvain. Tu es également entraîneur spécifique des attaquants du côté du RFC Serein en Challenger Pro League. Voilà, bientôt, j'espère que tu seras un entraîneur de l'équipe première et tu viendras t'asseoir ici pour venir nous vanter tous tes mérites. Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star. Hein. Les 2 dernières qui sont passées, ils ont retrouvé un poste direct. Hein, donc, c'est ton ambition de devenir entraîneur principal ou plus pour les jeunes? Non, je travaille avec les pros. Avec les pros, ok. D'accord. Eh ben, c'est magnifique. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était le Football Time. N'hésitez pas à lâcher le like et à vous abonner. Comme d'habitude, vos retours sont hyper lus et hyper intéressants. Ciao, ciao. On se revoit, non pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, après cette fameuse trêve internationale. Et dites-le nous. Kazakhstan, Belgique, Liechtenstein. Quel est votre pronostic? Tac dans les commentaires. Merci à vous de nous avoir suivis. Ciao, ciao.